Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. La sécurité est une des questions fondamentales sur laquelle nous travaillons. Et dans l'exercice de ce soir, nous aurons évidemment l'occasion de refaire le tour de la question avec un point, un focus sur la situation dans les deux provinces qui sont sous contrôle de forces d'occupation. Nous reviendrons notamment sur l'évolution des discussions, mais aussi, vous avez suivi avec nous les rapports qui sont sortis récemment et qui ont documenté des cas de violation massive de droits de l'homme, notamment le ciblage des certaines ethnies. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, mais après, nous aurons aussi l'occasion, avec le vice-premier ministre, de parler de l'évolution de son programme de lutte contre la criminalité et les banditismes urbains. Il avait eu pour ce faire l'occasion de faire le tour de certaines provinces, et parce que ça reste une question cruciale, il aura l'occasion de nous dire quelques mots là-dessus, mais aussi il pourra répondre à d'autres questions qui relèvent de son secteur. Monsieur le vice-premier ministre, merci de votre disponibilité à nouveau ce soir pour qu'on puisse faire le tour de la question dans un contexte de rentrée scolaire. Vous avez noté hier que la rentrée scolaire s'est plutôt déroulée dans les calmes dans toutes les provinces de la RDC. Il y a évidemment de problèmes dans des provinces sous occupation, mais c'est consécutif aux recommandations formulées à la fois par le président de la République. Nous étions au Palais du Peuple, puis au cimetière pour voir de quelle manière la République remercie ceux qui décident de se sacrifier pour eux. On peut regarder ces images et puis évidemment on prendra une réaction du vice-premier ministre à ce sujet qui a été l'autorité directe du gouverneur militaire avec lequel il a travaillé, et nous espérons que tous ceux qui ont suivi la cérémonie d'hier voient quelle est la place que la République réserve pour ceux qui choisissent de la défendre jusqu'au bout et pour ceux qui choisissent, en tout cas comme nous, de rester mobilisés, vous sûrement aussi, contre cette agression que nous subissons dans l'Est de la RDC. Monsieur le vice-premier ministre, le gouverneur Peter Chirimwami, vous avez eu l'occasion de travailler avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en sa mémoire après la cérémonie en hommage qui lui a été rendue? Merci de l'opportunité, de l'invitation que vous m'avez faite ce soir pour être parmi vous et pouvoir communiquer avec les téléspectateurs de la RTNC à travers toute la République démocratique du Congo. Hier, c'était une journée remplie d'émotions. D'émotions parce que nous avons honoré de vaillants généraux, vaillants fils de la République démocratique du Congo qui ont donné de leur vie jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la République face à cette agression barbare d'une armée étrangère accompagnée de ses supplétifs qui ont décidé de semer le malheur et le désastre sur le territoire de nos ancêtres et qui font subir cela à nos populations. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec le général le gouverneur Chirimwami à plusieurs reprises lors de mes différentes missions dans la province du Nord Kivu à deux titres, en tant que conseiller principal du chef de l'État au collège politique, mais aussi, et là j'avais une autorité sur lui en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'était un brave. Alors là, vraiment un brave. Et je reste convaincu que ce jour-là où il nous a quittés, c'est sa bravoure et sa volonté de défendre notre peuple, de défendre notre territoire, sa volonté de réduire l'influence des ennemis qui l'a exposé à cette situation-là. Il a pris son courage, il est allé au-devant du front. J'étais en communication avec lui, je crois, une ou 2 heures avant ce triste événement, lorsqu'il avançait vers Saké, et très confiant que avec son leadership, il allait encourager ses hommes et ses troupes à aller de l'avant, à défendre la ville de Goma, parce que les menaces devenaient de plus en plus fortes sur cette ville-là, et
il était encourageant et il me rassurait même qu'ils sont en train de tenir bon. Et quelques heures après, on a appris qu'il avait été touché, il fallait l'évacuer. Et aujourd'hui, la République a décidé de les honorer, lui et son compagnon qui est décédé, lui, dans le territoire de Calais, dans pratiquement les mêmes conditions, avec la même détermination. Et c'est dire qu'on a des vaillants officiers dans notre armée. C'est dire que notre cause est juste parce qu'ils décident et ils sont convaincus, ils continuent à être convaincus qu'au prix du sacrifice suprême, la République est à défendre, notre combat est juste et nous allons vaincre. Et nous avons ce devoir de les honorer, et la meilleure manière de les honorer, c'est d'aller jusqu'au bout, aux côtés et derrière le président de la République, chef de l'État, pour atteindre notre objectif de souveraineté, de liberté et d'indépendance. Monsieur le vice-premier ministre, avant que nous puissions entrer dans le sujet du jour où nous allons faire le tour de la situation sécuritaire, mais tout à l'heure, vous avez ouvert un atelier sur les mécanismes de stabilisation des institutions provinciales. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que nous savons que les provinces sont tout le temps secouées par des crises de collaboration entre gouverneurs et présidents des assemblées provinciales et d'autres structures provinciales. Effectivement, c'est depuis la conférence des gouverneurs qui s'est tenue, si je ne me trompe pas, dans la province de l'Équateur, ville de Mbandaka, que le président de la République avait pris des instructions qui nécessitaient à ce que le gouvernement puisse s'engager à un encadrement des provinces et des institutions provinciales, un encadrement permettant à leur stabilité. Et c'est le travail que nous faisons de façon assez rigoureuse au niveau du ministère de l'Intérieur. Et au cours du 44e Conseil des ministres, la question est revenue dans les débats et une nouvelle instruction a été donnée qui a permis à ce que le ministère de l'Intérieur puisse présenter certaines orientations qui pouvaient permettre à ce que les institutions provinciales puissent se mettre dans un état d'esprit de convivialité qui allait concourir à la stabilité de ces institutions-là. C'est comme ça qu'il a été aussi initié et décidé que nous puissions organiser un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs de ces institutions, accompagnés des institutions ou des services du ministère qui ont la responsabilité de les gérer. Et nous avons décidé d'organiser un atelier de renforcement de capacité engagé sous la thématique de la stabilité et du fonctionnement des institutions provinciales. C'est ainsi que nous avons invité les gouverneurs des 26 provinces, donc des 25 provinces et de la ville de Kinshasa, ainsi que les bureaux, les 5 membres des bureaux des assemblées de ces différentes provinces et de la ville de Kinshasa. Nous les entretenons pendant 2 jours dans cet atelier sur différentes thématiques qui va permettre à ce que nous puissions avec eux en sortir avec un engagement consensuel et ferme sur des directives qui vont permettre à ce que nous nous convenions sur une stabilité de ces institutions et une collaboration conviviale entre l'organe de contrôle et l'exécutif, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et cela, nous le voulons pour leur permettre de travailler et de produire, de livrer les différents programmes de développement qui sont attendus de ces différentes provinces, parce que effectivement la politique de la territoriale actuelle de la décentralisation veut que le développement soit conçu, créé à la base au niveau de ces différentes entités territoriales. Et pour que cela soit une réalité, il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour permettre à ce que ces programmes de développement
non seulement soient conçus, mais soient aussi exécutés, de même que ceux qui viennent du gouvernement central. Bon, il y a les territoires occupés, et on va commencer par là. Je crois qu'en ce qui concerne les territoires occupés, que ce soit dans la province du Nord ou du Sud Kivu, la situation sécuritaire est pratiquement la même en termes de violation des droits de l'homme. Nous continuons au jour le jour à enregistrer les différentes violations des droits de nos concitoyens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles d'insécurité. Il faut dire que ce soit les rafles et les enlèvements des jeunes gens continuent pour les enrôler de force dans les mouvements armés. Effectivement, le respect aussi malheureusement du principe de cessez-le-feu reste encore tout un challenge. Et à côté de cela, la mise en place de l'administration parallèle continue à se mettre en place. Nous avons vécu en début de cette semaine la rentrée scolaire. C'est l'occasion de signaler que malheureusement nos enfants qui sont sur les territoires occupés ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement, ce qui aura un impact considérable sur le système éducatif national. Et le jour où la paix sera consolidée, lorsque nous allons travailler sur la restauration de l'autorité de l'État, ça fera partie aussi des questions majeures que le gouvernement devra prendre en charge. Donc, en somme, c'est cette situation que nous avons souvent relayée qui continue avec les différentes violations des droits de l'homme et les différentes menaces. Mais de l'autre côté, les processus continuent. Ici, je dois souligner que l'équipe qui représente le gouvernement de la République séjourne toujours à Doha et les travaux avec le concours de la médiation qatari se poursuivent de jour en jour. Il y a eu des échanges conformément à la déclaration de principes qui ont débuté sur les mesures de confiance avec la problématique de la libération des prisonniers. Et ils sont évolués aujourd'hui sur le deuxième point qui concerne le principe de cessez-le-feu, et les discussions continuent sur cette question-là. Alors, sur les autres provinces, je crois que nous avons tous eu à constater que nous avons quand même réussi à avoir une rentrée scolaire plus ou moins dans des conditions respectables. Un travail a été fait depuis les semaines précédentes avec le ministère de l'EPST pour arriver à trouver un compromis avec les écoles et les enseignants. Et de notre côté, au niveau du ministère chargé de la sécurisation du territoire, nous avons aussi mis en alerte tous les différents services pour que nos enfants puissent rentrer dans des conditions sécuritaires les plus convenables possibles. Concernant la criminalité, nous continuons nos différents efforts engagés à travers le programme de lutte contre la criminalité dénommé Opération Ndobo, à travers les différentes provinces, les différents commissariats provinciaux, mais nous avons déjà réussi à faire l'itinérance dans cette province. Dernièrement, nous étions dans la province du Kwilu, où nous avons partagé avec le commissariat provincial. C'est vrai que la criminalité reste un phénomène qui persiste et qui se vit et qui est combattu chaque jour. Lorsque vous parcourez les annales de la police criminelle, en termes de répression, nous avons quand même réussi, ou la police a quand même réussi à mettre la main sur un bon nombre de leaders des différents groupes organisés dans cette criminalité, qui sont aujourd'hui entre les mains
de la police et qui nous permet aussi d'avoir davantage d'éléments sur les différentes mutations de ces organisations criminelles qui sont des organisations qui ont des stratégies de déplacement et de mutation et qui fait que des fois il faut un suivi assez approfondi. Mais la police continue à faire ses efforts et je peux rassurer nos populations que nous sommes pleinement concentrés sur ce phénomène et que nous allons continuer à le poursuivre jusqu'à ces derniers retranchements. Nous avions eu une intervention du ministre d'État, ministre de la Justice, qui est revenu notamment sur l'état de la justice dans ces provinces avec l'intention manifestée des occupants, de ceux qui gouvernent par crime, de vouloir s'ériger eux-mêmes en justiciers, ce qui est totalement illégal. Et si vous avez lu le compte-rendu, il y a bien des recommandations qui ont été formulées à propos, parce que ceux qui gouvernent par crime ne peuvent pas penser une seule seconde pouvoir dédoubler la justice avec une administration parallèle qui n'est dominée que par le criminel. Mais si vous suivez le président de la République à l'occasion de son adresse à l'Union sacrée, il a dit, d'abord il a rappelé l'importance du processus de Washington et des Doha. Le vice-premier ministre pourra peut-être dire un mot parce qu'il est parmi ceux qui supervisent notre équipe qui est sur place. Ensuite, au plan interne, il a dit que c'est lui les garants et que c'est le seul à prendre l'initiative pour une quelconque forme de dialogue. Et je pense que de ces points de vue, bien au-delà de consultations nationales qu'il avait initiées, souvenez-vous de ce qu'il disait aux députés de l'Union sacrée le 22 février 2025, qu'il était ouvert. Et je pense que dans cet ordre, il avait reçu la délégation SNC-Senko. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Ce qui était au départ des initiatives portées par les catholiques et les protestants, portées par la société, par les églises évangéliques, notamment autour de l'évêque Ejiba, ont été réunis. Une feuille de route a été présentée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, évidemment, le moment venu, appréciera comment ces choses-là devraient se mettre en mouvement et que l'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même, qui veut se présenter comme celui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc, lorsqu'on s'est déjà trompé dans les diagnostics au départ, il ne faut pas attendre que cela change. C'est d'ailleurs encore plus regrettable pour le président Mbeki qui a joué des rôles de premier plan dans les crises passées en RDC. Il aurait pu avoir les reculs nécessaires pour mieux appréhender les sujets. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. Donc voilà la précision qu'il faut apporter et que le président de la République lui-même a eu l'occasion d'être assez détaillé sur le sujet. Il faut le comprendre dans son esprit et tel qu'il a exprimé parce que c'est conforme à tout ce qu'il défend depuis le premier jour. La paix, on la recherche et la paix se construit, donc elle reste un processus et un processus qui n'est pas aisé à mettre en place. Donc il faut s'y concentrer et nous, on ne va pas se disperser pour donner la paix à nos populations. On a déjà deux processus costauds, ficelés, qui se mettent en œuvre pas de façon assez aisée, donc inutile pour nous d'aller nous disperser ou nous distraire dans des initiatives qui ne donnent pas l'espoir d'une paix que le peuple congolais recherche. Concernant la criminalité à Boma, oui, il y a la problématique d'une certaine loisivité dans laquelle se retrouve une certaine catégorie de la jeunesse congolaise. Mais il faut aussi intégrer le fait que Boma se trouve dans une situation géographique qui l'expose aussi non seulement à la criminalité transfrontalière,
mais aussi au phénomène de criminalité entre nos différentes villes et provinces. Lorsque vous menez ou nous menons de fortes opérations contre la criminalité dans la ville de Kinshasa, ces groupes-là dont je parlais tout à l'heure, de ces bandes organisées de criminels, ont pour stratégie de quitter la ville de Kinshasa pour échapper à la répression policière. Et elles vont dans deux directions. Soit vers la province du Congo central, soit vers le Kwilu ou le Kwango, pour échapper au service de la police. Et elles s'y installent et elles créent aussi là-bas des cycles de criminalité. Mais il y a aussi les pays frontaliers, dont principalement l'Angola. Et c'est clairement visible, les dernières arrestations qui ont été faites dans ces différents groupes de criminels, on trouve non seulement ces nationalités-là, mais aussi en termes d'identification des citoyens congolais résidant dans telle province qui sont dans des mouvements migratoires entre les différentes villes. Depuis ce qu'on a connu dans la ville de Boma dernièrement, des événements regrettables, nous avons envoyé le commissaire général de la police nationale congolaise en mission pour inspection au niveau interne de la police. Il y séjourne jusqu'à présent, je crois qu'il va rentrer dans les 48 heures. Nous attendons son rapport pour nous permettre de prendre des dispositions aussi au niveau interne de la police, pour permettre à ce que nous puissions corriger en interne et donner aux villes de la province du Congo central un commandement plus rassurant qui va mieux sécuriser nos populations et nous éviter de nous retrouver dans les situations dans lesquelles nous sommes retrouvés ce jour-là et permettre une meilleure répression de tous ces mouvements migratoires de la criminalité qui sévit dans la sous-région. Et je crois que ça va aider, mais l'idée de voir le service national prendre de l'ampleur dans nos différentes provinces, c'est un projet du président de la République et il y tient beaucoup et il en a fait un service rattaché à son cabinet pour pouvoir suivre et faire en sorte à ce que ce service se déploie. Il est en train de se déployer dans les différentes provinces et je crois que en termes d'encadrement de notre jeunesse, ça donne déjà des fruits et ça va continuer. Depuis quelques jours, vous êtes journaliste, il avait été constaté aux alentours de cette résidence, dans ce quartier, non seulement des rassemblements, des veillées, du tapage nocturne, les voisins s'en sont plaints, mais aussi l'ordre public était atteint. Et accompagné de cela, une campagne de déstabilisation. Vous êtes des médias, vous devez être peut-être même mieux renseignés que les services de déstabilisation, même de la rentrée scolaire. Donc je crois que face à toutes ces menaces et tous ces dangers, vous devez aisément comprendre et expliquer que l'administration responsable de l'ordre public ne pouvait que faire son travail pour sécuriser les uns et les autres. Vous avez parlé de menaces, parce qu'il n'y a pas eu comme tel pillage, mais menaces de pillage organisées à travers cette dynamique de veillée. Et il était important que la police fasse son travail. Elle a fait son travail pour sécuriser nos populations et je crois que c'est à notre avantage à nous tous. Bon, parce que vous parlez d'identification, ce dont je peux vous rassurer, c'est que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, est pleinement engagée dans un processus d'identification de la population.
il y a eu des initiatives sur lesquelles le ministère, à travers l'ONIP, continue à faire avancer ce projet-là. Et il faut arriver à différencier la délivrance de la carte d'identité et l'identification de nos populations. Les Congolais sont connus. Je crois que vous êtes Congolais, je suis Congolais et nous savons que nous sommes Congolais. Donc il ne faut pas créer une confusion sur cette question-là. Nous avons plusieurs groupes ethniques et le groupe ethnique Banyamulenge est connu et est congolais. Il ne faut pas en créer une confusion. Ça, c'est la propagande de M. Kagame qui veut en faire son fonds de commerce pour sa criminalité en République démocratique du Congo. Maintenant, en termes d'identification, je peux peut-être vous informer qu'il y a un bon nombre de programmes d'identification des personnes physiques vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Mais le travail que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement, c'est de créer un cadre de coordination de tous ces programmes, parce qu'au ministère de la Santé, par exemple, il y a une identification qui est en cours depuis un certain temps. Au ministère de l'EPST, nos élèves sont dans un processus quotidien d'identification. Et il y a des données au niveau de ce ministère-là. L'armée identifie, la police identifie, et ainsi de suite. Et nous créons cette coordination-là pour une meilleure gestion des différentes données, et cela va faciliter l'institution légalement habilitée, l'ONIP, pour finaliser son processus de mise en place du fichier d'identification de la population, qui va amener à la délivrance des numéros d'identification qui nous concernent tout un chacun ici, et puis après à la délivrance de la carte d'identité que nous sommes en train de finaliser pour bientôt. Lorsque nous avions débuté ou lancé les activités sur la lutte contre la criminalité avec l'opération Ndobossi, vous avez bon souvenir, je crois qu'il y a des archives ici. Je vous avais fait état au niveau de la police nationale congolaise d'un fichier sur la criminalité en République démocratique du Congo. Et ça, il existe. Et il est bien constitué avec des données extrêmement riches. Et je peux vous dire que c'est ce fichier-là qui a permis à ce qu'aujourd'hui, la police nationale congolaise, à travers ses différents services, puisse mettre la main sur différents criminels et réduire sensiblement. C'était l'année passée. Ça nous a permis d'avoir un mois de décembre, principalement dans les grandes villes, plus ou moins dans une certaine quiétude. C'est pour vous dire que ces bases de données, elles existent. Et maintenant, ce sont des bases de données sécurisées. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas n'importe quelle administration qui a droit à avoir des données de ces bases, de ces éléments-là. Parce que même vous-même, vous n'accepterez pas que tous les éléments qui concernent votre identification soient mis à la disposition de n'importe quelle administration. C'est géré, et la loi le prévoit, c'est principalement l'ONIP qui en a la gestion et qui donne ou qui donnera à chacune des administrations les éléments dont elle a besoin. Mais en matière de criminalité, au niveau de la police, je peux vous rassurer que les éléments sont là, une base de données est bien constituée et c'est ce qui permet à ce qu'on sait facilement identifier ces criminels. Ils sont connus, on connaît non seulement leurs habitudes, mais leur lieu d'influence. On aura peut-être l'occasion de revenir, mais je voudrais attirer votre attention sur la dangerosité de l'introduction de votre question lorsque vous parlez de marginalisation de population Banyamulenge. Parce que dans les obsèques qui ont eu lieu hier,
le colonel qui a été élevé au titre posthume de général, Zaché Rugabisha, était un officier. On ne l'a pas identifié quand même au Nyamulenge, mais il sortait de cette ethnie. Vous avez vu les honneurs qui lui ont été rendus le même jour qu'un gouverneur, un lieutenant général. Ça veut tout dire de la considération que la République accorde à ceux qui choisissent de mourir pour la patrie. Ici, lorsqu'on le regarde comme de patriotes. On ne le regarde pas parce que tel vient d'une telle communauté ou de telle autre. Et si vous suivez tous les jours à la télévision nationale, le président de la République donne pour exemple, justement, parce que si vous en parlez, c'est parce qu'il y a un narratif développé par le président rwandais qui vise à stigmatiser cette communauté. Le 13 août dernier, moi qui vous parle, j'ai représenté les gouvernements à la célébration, à la commémoration, du massacre de Gatumba. Et je pense que régulièrement, dans Congolais Téléma, nos compatriotes ici, issus de cette communauté, prennent régulièrement parole. C'est pour vous dire qu'au niveau du gouvernement, nous ne faisons pas des distinctions. C'est pour vous dire aussi qu'il faut faire attention sur la dangerosité de ces discours, parce que s'il faut rentrer dans la comptabilité, vous allez voir qu'il y a eu un vice-président ici de cette communauté. On a un ministre d'État ici de cette communauté. On a des députés issus de cette communauté, des vaillants militaires. Et donc, il faut faire attention pour ne pas prêter les flancs au discours de haine supposé qu'on nous prête dans un pays où nous avons 450 ethnies. Le vice-premier ministre a été, lui, au centre de la réconciliation entre Mbole et l'Angola. Dans la périphérie de Kinshasa, nous avons un conflit autour de Mobondo, les Bateke, les Bayaka. Et donc, lorsque nous parlons de ces conflits, pourquoi on ne vient pas dire « Ah, on a marginalisé tel ou tel autre ». Donc, ce vocabulaire-là, il est dangereux. C'est justement ce qui permet à l'ennemi de penser ou de trouver une porte d'entrée pour une communauté qui est en réalité victime. Parce qu'aujourd'hui, si certains compatriotes peuvent avoir des appréhensions sur nos compatriotes Banyamulenge, c'est justement parce qu'il y a un président d'un pays voisin, dans son dessein de s'aimer les malheurs et la désolation, se présente comme un défenseur d'une communauté congolaise. Alors, s'il faut compter toutes les communautés que nous avons dans la sous-région, on aura 9 agressions, entre guillemets, si c'est président de l'Angola, du Gabon, parce qu'il y a des Bateke là-bas aussi, ou des Bakongo avec le Congo-Brazzaville, s'évertue à se comporter comme le président rwandais. Peut-être que le VPM pourra nous dire un mot plus tard. Vous avez vu qu'il a reçu le haut-commissaire pour les réfugiés ici, parce que sur la question du discours de haine, sur la question des réfugiés, sur la question de la présence des FDLR, ce sont les 3 causes de la guerre, et depuis le début, nous attelons à détricoter ces discours mensongers. Je pense que ces rappels étaient importants parce que vous êtes ceux qui nous accompagnent, dans notre stratégie sur le front médiatique. Il faut bien qu'on fasse attention avec certains mots. Les Mobondo, dans la partie est de la ville de Kinshasa, il y a eu une conférence il y a quelque temps sur le sujet. J'aimerais ici souligner le fait que, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure concernant la guerre que nous vivons dans la partie est de la République, mais c'est aussi valable pour les conflits internes ou intercommunautaires. Et cela est clairement repris dans la politique nationale des règlements des conflits. La paix est un processus qui se construit dans le temps. Et dans ce processus de paix, il faut beaucoup plus être non seulement confiant, positif, mais savoir jouer avec le temps et ne pas se fatiguer à chaque fois qu'une difficulté apparaît à vous dans ce projet de construction de la paix.
Donc, on ne se fatiguera jamais d'organiser des rencontres, des réunions, des conférences, des conciliabules pour rapprocher nos concitoyens et les rappeler au bon vivre ensemble. Les initiatives du passé sont des initiatives enrichissantes en termes d'expérience. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité des gestions des populations, va poursuivre autant que possible avec un seul objectif, atteindre cette paix définitive dans nos différentes contrées. Le phénomène Mobondo est malheureusement transversal en termes de province ou d'entité territoriale. Concerne la partie est de la ville de Kinshasa. Il concerne 2 territoires dans la province du Kwilu, si je ne me trompe pas, un territoire dans la province du Kwango et aussi 2 territoires dans la province du Mai-Ndombe. Et nous, au niveau du gouvernement, nous sommes en pleine mise en œuvre de notre politique de règlement des conflits. Nous travaillons avec principalement les caucus des élus nationaux et provinciaux de ces différentes provinces. Et nous nous activons à travers des itinérances. Nous venons de faire la province du Congo il y a quelques mois, celle du Kwilu il y a 3 semaines si je ne me trompe pas, et d'ici une dizaine de jours nous serons dans la province du Mai-Ndombe, avec l'optique dans un calendrier assez proche d'organiser dans ces différentes provinces, mais aussi dans la ville de Kinshasa, des forums de paix où nous allons réunir non seulement les communautés concernées par les différents conflits, mais aussi les forces vives de ces différentes entités pour discuter encore avec elles. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le dialogue, comme l'a dit le président de la République dans ses dernières sorties. Il n'y a rien de mieux que le dialogue dans les sociétés organisées et civilisées. Donc nous allons organiser ces forums de paix pour discuter avec les forces vives de ces différentes entités et provinces. Ce sera des forums de paix provinciaux. Et cela, nous le faisons pendant que, actuellement, les forces de défense et de sécurité sont sur terrain en train de faire ce travail qui est le leur, de traquer ces différents groupes qui, effectivement, comme vous l'avez dit, se sont aujourd'hui transformés en coupeurs de route. Et nous avons l'avantage d'avoir eu le lancement de la campagne agricole, parce que toute cette zone-là, elles sont des zones principalement agricoles. Le chef de l'État a lancé la semaine passée la campagne agricole dans une partie de ces zones concernées par le phénomène Mobondo, parce qu'effectivement, il y a cette jeunesse, ces forces, ces énergies-là qu'il faut arriver à capitaliser dans le bon sens, à les retirer dans la criminalité pour qu'elles soient des énergies productives. Et nous allons nous appuyer sur tout cela avec les différents mécanismes et systèmes mis en place pour régler cette difficulté-là. Donc ici, en résumé, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas se fatiguer. Bien au contraire. Il faut nous encourager mutuellement à convaincre les différentes personnes et organisations concernées par cette problématique-là. Je peux vous rassurer que les dernières activités qui ont eu lieu sur cette question-là ont déjà démontré qu'au niveau des communautés, Yaka, Teke, Tende dans le Mai-Ndombe et consorts, au niveau des communautés, il n'y a plus de problème comme tel. Nous avons maintenant affaire à des groupuscules qui s'organisent en coupeurs de route, en banditisme. Bien sûr. Et comme je l'ai dit, les forces de défense et de sécurité sont en train de s'en occuper. Et nous allons venir après, à travers nos activités dénommées Forum de paix, pour consolider
cette paix-là et la mise en œuvre, parce qu'il y aura différents programmes de réinsertion des populations qui se sont déplacées. Dernièrement, je me suis retrouvé au Congo d'en face, où j'ai dû aller rendre visite à nos compatriotes qui sont réfugiés à l'extérieur parce qu'il y a des déplacés internes ici en République démocratique du Congo, mais nous avons des concitoyens qui ont quitté le territoire national pour fuir ces violences-là et qui se retrouvent dans le pays d'en face. Et c'est tout cela que nous sommes en train de programmer, leur retour à eux aussi, leur réinsertion dans leur village d'origine. Et il ne faut jamais se fatiguer dans de telles initiatives parce que la paix, elle se construit dans le temps. Alors, concernant Uvira, effectivement, nous sommes préoccupés par la situation qui s'y vit et c'est une situation qui a un volet sécuritaire assez particulier que je ne saurais pas trop détailler ici, mais vous êtes une chaîne nationale, la RTNC, je crois qu'on est suivi. Je pourrais rassurer les populations que le gouvernement est pleinement préoccupé par cette situation et que nous sommes en train de travailler avec non seulement le commandement général des FARDC, mais aussi le gouvernorat de la province et les différentes forces vives de cette ville martyre d'Uvira, pour que la quiétude revienne dans un temps assez court. Alors, concernant la question que vous avez posée au porte-parole du gouvernement sur Doha, lorsque le président de la République parle du dialogue des Congolais qui ne sont pas téléguidés par des forces étrangères, mais c'est tout à fait logique. Et c'est comme je l'ai dit, la paix est un processus, et nous sommes dans un processus, Doha est un processus. Il va falloir que pour qu'on dialogue bien, et nécessairement c'est un dialogue qui pourra s'organiser ici à Kinshasa, je ne crois pas que quelqu'un parmi nous ici puisse concevoir que nous allons dialoguer avec des gens qui vont quitter là où ils sont, Kalachnikov, mitraillettes en main, avec des poignards dégoulinant du sang des Congolais pour entrer ici à Kinshasa, dialoguer avec nous sur la paix. Cela est impossible. Le dialogue se fera lorsqu'ils auront abandonné tout ce qui les lie à la souffrance et au mal du peuple congolais. La souffrance et le mal du peuple congolais, c'est leur dépendance de cette puissance étrangère qui veut le malheur du Congo, et c'est logique. Nous avons un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington. Il y a eu une déclaration de principe, il y a eu un accord, il y a eu une déclaration du principe dont beaucoup n'ont pas parlé sur le cadre d'intégration économique régionale. À Doha, c'est là que l'on discute avec les supplétifs qui ont les armes des pays voisins. 19 juillet, déclaration de principe, et les discussions sont en cours. Peut-être que le VPM pourra dire un mot à propos. Le dialogue, le président de la République avait reçu le prêtre en début de leur initiative. Autant il a reçu d'autres propositions, d'autres confessions religieuses. En dehors du fait que, dans ces mêmes ordres d'idées, dans cet état d'esprit qu'il a lui-même rappelé de dialogue permanent, il a rencontré l'honorable Fayulu, l'honorable Muzito. Il y a eu un comité de travail qui a été mis en place après sa réunion avec le prêtre, qui a permis d'avoir aujourd'hui une feuille de route pour prendre en charge l'autre composante, les Congolais qui n'ont pas pris les armes des étrangers. Donc tout est clair. Et ici, il faut éviter tout amalgame, toute confusion, parce qu'il y a de ceux qui cherchent la moindre occasion pour se sortir du processus. Parce qu'en réalité, tous ces processus de paix, tels qu'ils évoluent, contrarient les intérêts de ceux qui se servent des armes des étrangers pour permettre aux étrangers de profiter de nos ressources.
Pour ce qui nous concerne et pour des raisons qu'on a bien avancées, nous estimons que c'est une initiative qui est inopportune. Quelle est la force des résolutions qui sortiront de là, de cette réunion? Ça ne se décrète pas sur une réunion de cette nature, ne se décrète pas ou ne s'annonce pas tel que fait sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait préalablement prendre des dispositions de toute évidence. Nous avons un schéma qui est clair. Je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes déjà engagés sur ces schémas qui donnent des résultats au plan diplomatique, tout au moins sur papier, et nous attendons de voir parce que Washington ne peut pas produire pleinement ses effets si nous ne terminons pas loin. Donc nous sommes dans des processus qui se complètent et sur lesquels nous nous focalisons. Pour ce qui concerne l'initiative du président Mbeki, on n'en accordera pas plus d'attention de toute évidence. Nous savons quelles sont ses positions, il les a exprimées publiquement. Alors, sur la tribune de l'ancien président, je pense que ceux qui veulent la paix se disposent pour la paix. Et je ne suis pas sûr que dans ses derniers mouvements, il a montré que c'était un homme prédisposé pour faire la paix. Pour le reste, c'est des commentaires parce qu'on veut garder une place dans l'opinion, mais dans le cœur, parce que tout part de là, l'agenda est différent. Ce sont les actes qui l'ont prouvé et je pense qu'il y a eu des choses qui ont été dites à propos qui illustrent parfaitement l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Je ne suis pas juriste pour commenter des décisions de justice, mais je voudrais ici rappeler que pour les anciens présidents, il existe une loi. Il existe une loi qui précise les devoirs, qui précise les obligations. Vous, comme professionnels de médias, regardez cette loi, ce qu'elle dit, regardez les agissements de l'ancien président et faites-vous votre propre opinion sur la responsabilité des uns et des autres. Voilà. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.